C'est un cap sur l'aventure un peu spécial que je vous propose aujourd'hui. En effet, pourquoi pas pour une fois, une aventure artistique. Nous allons la vivre avec le sculpteur André Bucher. André Bucher est parti en mars 1976 avec 6 amis en Sicile, sur le volcan Etna, en ayant l'idée de sculpter directement à partir de la lave en fusion. Voici maintenant le film d'André Bucher. Dans 30 minutes environ, les jeunes gens qui l'entourent et qui viennent du collège de Saint-Maurice lui poseront les questions qu'ils auront envie de lui poser. On me regarde un peu méchant. Alors, je me trouve à la fonderie et je suis en train de travailler, donc, de préparer des moules, des formes. Et je dois dire que la fonderie, c'est toujours un problème parce qu'on fait une forme, on fait une autre, il faut la copier, il faut faire un moule. Le moule, il faut après fondre le bronze dedans et il faut retravailler le bronze. Alors vous voyez, ce cycle de travail, c'est ce que je voudrais éviter et ce que je voulais éviter. Et l'idée m'est venue, je me suis rappelé d'une émission que j'ai faite avec Tarun Taziev, c'était les oiseaux de nuit ici même. Et il m'avait raconté, donné un tas de détails, c'est-à-dire que, par exemple, la lave, elle coule aussi, elle fond aussi à 1200 degrés. Et là-dessus, j'ai tiré mes conséquences parce que le bronze, il coule à la même température. Ensuite, je pensais que si on pouvait éviter toutes ces manipulations et travailler directement la matière qui sort incandescente depuis le volcan, ça serait fantastique. Et j'en ai rêvé, je n'ai pas dormi la nuit. J'en ai parlé à des amis, j'ai préparé une petite expédition. Il y a 6 amis qui se sont déclarés d'accord. Et c'est ainsi qu'après, comme vous verrez plus tard, on est parti en expédition. Ici, on verse le bronze. C'est au fond une histoire qui n'a jamais changé depuis les temps de Salomon. Et vous voyez, toutes ces flammes, l'obsession du feu, tout ça, c'est tellement captivant. Nous, on est toujours reliés au feu, on travaille toujours autour du feu, qu'on forge ou qu'on soude, ou bien qu'on coule. C'est toujours le feu, la base, disons, d'un sculpteur, à part quand il travaille la pierre ou bien le bois. Ça, c'est la flamme. C'est au fond un monument à la flamme. Et ça, c'est Vie et Recherche. Vie et Recherche, c'est une sculpture qui fait 4 mètres. Et comme vous voyez, je pense que c'est un présage. C'est un triangle avec un trou au milieu. Le triangle, c'est le volcan. Et le trou, c'est l'œil du cyclope. Alors, nous sommes partis. Nous avons pris le bateau pour traverser l'étroit de Messine. Et puis, on est arrivé à Messine. Et là, débarquement. Et puis, on a essayé de monter sur ces pentes de l'Etna. Évidemment, on se présentait toute cette affaire comme une carte postale, enfin, comme ce qu'on voyait dans les prospectus touristiques et tout ça, bien qu'on s'en doutait que ça sera différent. Et quand on est arrivé là-bas, vous verrez ça, il y a eu déluge, tempête, neige, brouillard, tout ce que vous voulez. L'Italie, c'est le creuset de la civilisation et de l'histoire. Et je pense que c'est assez symbolique que l'Etna se trouve aussi là-bas et qu'on doit retourner à ce père du monde pour justement travailler la lave. Heureusement qu'on avait un engin assez solide pour pouvoir transporter tous ces tonnes de marchandises qu'on avait avec nous, ces outils, ces moules, équipements, etc. Alors vous voyez, ça c'est la montée. La montée a très bien commencé, mais ça devient toujours plus sombre. Et puis voilà la pluie. Torrentielle, tout le monde était arrêté, les Siciliens avec les pantalons remontés jusqu'aux genoux, en panne, le moteur noyé. Et plus nous montions, plus la nature devient désertique.
Et voilà qu'on traverse le premier champ de lave. C'est assez désolant, c'est triste. Que du brun, que du noir, brouillard. Pas du tout les oranges et les citrons, vous voyez, qui étaient mûrs à ce moment-là. La lave va passer à côté donc des arbres, il laisse quelquefois quelques arbres tranquilles. Et on arrive à la neige. 2000 mètres, c'est le refuge. Le refuge, c'est le départ des ski lifts, des montes-pentes de toutes sortes qui se sont installés là-bas. Et ça, c'est la première vue sur l'Etna. L'Etna nous a apparu assez gentil, belle pente neigeuse, etc. Puis finalement, ce n'était pas du tout ainsi que ça s'est passé. Vous voyez, le temps là-bas, il change tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Une fois c'est tempête, une fois neige, le vent souffle à 120 à l'heure. Puis tout d'un coup, il y a le soleil qui s'y met. Enfin, en attendant, c'est assez insupportable. Les températures changent aussi continuellement. Ça, c'est un remont de pente, une schniette, que les Italiens, ils étaient alors formidables avec nous. Ils nous ont mis... Ici, Baboli Haute-Montagne. Répondez, répondez. Ils nous ont mis à disposition cette schniette. Ici, Baboli Cette schniette nous a monté donc la première équipe. Et moi, j'ai essayé justement par radio entrer en liaison avec eux. Mais c'est très difficile parce qu'il y a des interférences magnétiques, etc. Même la police n'est pas capable de se faire comprendre. Alors là, la première équipe, elle construisait des igloos, parce qu'on ne s'imagine pas, mais sur 3000 mètres d'altitude, c'est là où on a fait notre camp, et il y a 2 à 10 mètres de neige. Vous vous rendez compte, là, il y a des crevasses de 5-6 mètres, je suis retourné en été, c'est invraisemblable. On ne peut pas marcher là-dessus, c'est impossible. C'est pour ça que pour travailler, pour faire quelque chose de conséquent, pour transporter le matériel, il faut y aller en hiver. En hiver, c'est-à-dire au mois de mars. C'est là que j'étais. Ça, c'est donc le refuge. Alors, la chenille était redescendue, chercher la deuxième équipe. Et la deuxième équipe était juste en train de se lever le matin, vous voyez. On se brosse les dents à la chenot, parce qu'il y a peu d'eau là sur l'Etna. Il faut toujours fondre de la neige. On a chargé donc le véhicule encore une fois. Et ça, à droite, vous voyez un guide, c'est un compagnon de Bonatti, du fameux grimpeur. Ça, c'est notre chimiste. Et voilà que le départ pour la deuxième partie de l'équipe est donné. Alors, la montée, elle dure à peu près 1h15, 1h30, avec cet engin. Le guide que vous avez vu, il tient le record d'ailleurs de montée, il fait ça à pied dans une heure de temps en course. Depuis 8 ans, il tient le record. C'est un professeur de l'école de l'université de Catane. Les pentes de neige sont formidables. Alors, on dirait un paradis de ski suisse. La Parsène, ou je sais pas, Bouquet du Valais. Il y en a beaucoup. Et vous voyez, c'est formidable. Et pourtant, c'est extrêmement raide. Malheureusement, le rendu n'est pas de cette façon, mais c'est très raide. Et puis, voilà le temps qui change. À la montée, c'est devenu donc froid, brouillard, le vent, tempête. On a eu entre 5 et 15 degrés sous zéro la nuit. Et puis à côté, on se croyait d'avoir installé le camp à côté d'un chauffage central, parce que ça, c'était les dernières coulées de lave. Vous voyez, il y a comme une moraine. Et là-haut, il y a un type qui prend une prise de vue de cinéma. Enfin. Et alors voilà, on débarque encore une fois, la deuxième partie, ils mettent les dernières tentes. Et puis on est allé le plus rapidement possible se promener sur la lave parce que vraiment ça nous tenait à cœur de voir dans quelle aventure on s'était lancé. Mon idée au fond artistique à la base était de, comme je vous ai déjà dit, de travailler directement la lave. Et je pense que c'est essentiel d'y arriver à toucher la matière de la matière avec laquelle le monde est fabriqué. Alors voyez, ici il y a une coulée de lave qui est juste derrière cette moraine où on avait installé le camp. En bas vous voyez 2 cratères éteints, c'est les Due Fratelli. Et le bruit que vous entendez là, c'est absolument le bruit de la lave. C'est comme de la vaisselle brisée que vous balayez.
continuellement, il y a ce petit bruit de cassure. Quand vous approchez de ces champs de lave, il y a une chaleur incroyable, parce que la lave elle-même, elle coule. Nous avons mesuré à 5 cm de profondeur, la lave, elle fait 1138 degrés. Alors, vous voyez, c'est déjà pas mal. C'est au fond le point de fusion de bronze ou alliage d'aluminium ou comme ça. Ça, c'est notre ami Steiger qui prend le son. C'est pour ça que vous entendez ces vaisselles brisées. Alors, en marchant sur les champs de lave, nous sommes aperçus que c'est extrêmement difficile de transporter les matériaux et tout ça parce que les moules les pèsent, les outils pèsent, etc. Alors, les chaussures se sont cassées, ils étaient usés. Vous voyez, c'est très instable, c'est coupant. On n'a jamais un pied sûr, quelque part. Et puis, alors, tout le temps, vous avez des gaz, tout le temps, vous avez cette chaleur. C'est étouffant. Et chaque jour, il fallait faire 100, 200 mètres, donc par-dessus ces champs de lave, pour aller travailler. Nous avons reçu, prêté par des pompiers de Genève, des scaphandres en amiant, qui nous ont rendu grand service, parce que le rayonnage de la lave est extrêmement fort. Vous devez vous abriter toujours derrière quelque chose, mais c'est simplement disons, les rayons directs. Dès que vous êtes derrière quelque chose qui fait paravent, on ne sent plus du tout la chaleur, parce qu'il fait froid derrière. Vous voyez, il y a la neige à côté. Alors ça, c'est un ami il voulait traverser ce fleuve de lave, et il s'est muni donc de ce scaphandre, et il a pris feu. Et on a dû arracher la cagoule en in extremis parce qu'il étouffait à l'intérieur, toute la fumée était rentrée dedans. Et voilà, ça n'a pas réussi, comme vous voyez. Même les scaphandres unifuges prennent feu. Ça, la lave, elle sort de cette façon de certains trous, de certaines fissures. Celle-là, elle est assez tarie. Ce n'est pas du tout, disons, la lave fluide. Elle est déjà noire en surface. Donc, il y a déjà une pellicule isolante qui s'est créée. Les premiers essais, donc, de prélever la lave n'étaient pas concluants. Comme vous voyez, c'est dur, c'est très difficile. Ça, c'est un très grand fleuve de lave. Non, je prends la petite. Ça c'est bon. On a dû changer tous les outillages parce que ça ne marchait pas. Alors, on a dû reconstruire des autres. C'était assez difficile parce que, bon, une forge, on avait sur place parce que la lave chaude, ça suffisait comme forge. Mais par contre, souder, on ne pouvait pas. Alors, voilà qu'on est monté sur un peu plus haut, donc 500 mètres plus haut. Et là, il y avait un petit cratère qui crachait presque tout le temps. Il y avait un lac de lave derrière. Et finalement, on avait trouvé une source qui allait bien, où la lave sortait, disons, assez fluide pour pouvoir la travailler. Et là, on s'est installé. Il y avait un rempart naturel devant, donc en se baissant un tout petit peu, on n'était pas assujetti à ce rayonnement. Et c'est seulement celui qui travaillait, il travaillait pendant 10-15 minutes, après il était exténué avec cette protection d'amiant. Et nous, on était derrière, on pouvait travailler tranquillement. Par contre, à 2 mètres, on avait froid. Vous voyez la difficulté? Le matériel, on dirait que c'est liquide, que ça coule, etc. Ce n'est pas du tout vrai. C'est très stagnant, c'est très dur, ça demande des efforts incroyables pour pouvoir former quelque chose. Et je crois que c'est cet effort qui est tellement stimulant pour un artiste, justement, d'arriver à donner son empreinte personnelle. Ça, c'est de nouveau les transports. Il fallait redescendre la marchandise, il fallait monter la marchandise. On perdait des heures avec des transports. Et toujours le mariage de feu et neige. Ça, c'est mes compagnons qui m'ont filmé.
en faisant un essai qui n'était pas très concluant à descendre sur une luge en plastique. La luge en plastique, on l'utilisait d'ailleurs pour ramasser la neige fraîche, pour fondre, pour faire de l'eau, ou bien pour transporter de la lave, les pièces qu'on avait fait plus haut. Un four solaire nous a servi d'ailleurs pour fondre de la neige continuellement, parce que c'est incroyable ce qu'on peut voir là-haut. On est déshydraté complètement. En travaillant là devant cette lave, cette chaleur, le froid et tout, je sais pas, on avait un besoin de liquide incroyable. Il y avait un de nos compagnons ne faisait que faire du liquide, que faire de l'eau, ou du thé, ou quelque chose dans le genre. Là, on est parti pour monter sur le cratère principal. Et en montant, on a vu tout d'un coup 3 petits points à l'horizon. Et on s'est dit, oh là là, il y a même des touristes par ici. Puis pas du tout, c'était les 2-3 personnes de l'équipe de Arun Taziev qui sont montées de l'autre côté avec une chenillette aussi, et puis qui sont venus à la rencontre. Et ça, ils savaient qu'on était en haut. Et on s'est vu juste quelques minutes et enfin ils sont redescendus. Vous voyez, ça c'est le guide Nicoloso et le professeur Legarde. Et sa femme. Alors c'est très insolite dans cette solitude, dans cette montagne de feu, plein de fumée, de tempêtes, de choses et d'autres, de rencontrer tout d'un coup 3 personnages. Alors il y avait des grandes explications, des théories sur quelques éruptions qui ont eu lieu et qui auront lieu. On ne savait pas très bien à quoi se tenir, mais en attendant, on a pris connaissance des indications qui nous étaient bien venues du professeur. Là, ça c'est le petit cratère, très raide. On l'a vu pratiquement s'agrandir quelques jours auparavant. Et puis on est monté tout en haut parce qu'il ne crachait plus. Et puis il s'est remis à cracher donc un peu plus tard. Vous verrez ça ultérieurement. Alors voilà, vous allez rigoler. Vous savez, l'Etna, ou enfin un volcan, c'est encore un endroit où on peut faire une première. Parce que la veille, la montagne naît, et le lendemain, elle disparaît. Alors vous comprenez, c'est comme ça qu'on fait les premières sur l'Etna. Les photographes et les caméramens, enfin ceux qui ont tourné le film, ont eu beaucoup de peine parce que les gaz, les émanations sont corrosifs et tout rouille, tout se désintègre. Et même si vous mouchez dans un mouchoir, ben, il vous reste l'ourlet à la fin, tout a disparu le reste. Ça, c'est le cratère principal. Et le cratère principal, il y a toujours des petits lapillis, des petits bouts de lave qui sont éjectés, qui tombent autour de nous. Les gaz sont très violents. On ne peut pas respirer, ça fait tousser. Enfin, ça rend, disons, notre expédition un peu compliquée. Au fond, on ne cherchait pas du tout de faire un exploit, une expédition. On cherchait de faire des sculptures. Et vous voyez, quelquefois, on trouvait aussi des morceaux qui étaient faits par la nature, qui étaient très, très bien faits et qui avaient un attrait particulier. Alors, on les ramassait naturellement aussi comme souvenir. Alors, ces champs sont immenses. Ça descend des kilomètres et des kilomètres, cette lave. C'est vraiment des tonnes de ces matériaux qui se déversent sur la montagne. Et puis en bas, vous avez donc le refroidissement qui s'est fait seulement à peu près des mois. Ça, c'était notre atelier qui était presque devenu notre atelier de Genève. Et comme vous voyez, on y travaillait assidûment. Les moules et les formes, etc., qu'on avait amenés, se sont pas tous avérés utiles, mais quand même, la grande partie, on a pu réaliser. D'autre part, il y a... des pièces de bronze qui ensuite sont ressoudées. Là, on met juste le support, ou le trou du support même. Après, il y a eu un ennui,
c'est que quand on avait fini, enfin les derniers jours, on ne pouvait pas transporter tout vers le camp et on a laissé une partie sur un monticule. Et puis, le lendemain matin, on voulait les chercher, seulement ce monticule avait disparu la nuit. Et puis, il y avait un lac de lave à la place et la moitié des sculptures ont disparu. C'est assez symbolique dans le sens que c'est le cycle éternel de la création et des créations. Vous voyez, c'est difficile de travailler. Et là, ça, c'est l'explosion du petit cratère. De nuit, évidemment, et tombée de la nuit, c'est spectaculaire parce que vous avez des couleurs. On sent vraiment proche de la nature, cette puissance. Vous savez, la terre qui tremble, et l'odeur, chaleur et tout, c'est indescriptible, en fond. Il faut l'avoir vécu pour se rendre compte que, quand même, on est peu sur ce monde et qu'en dessous de nous, il se passe quand même des choses extraordinaires. Et ça, c'est les seules fenêtres qu'on a pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Et ces fenêtres, au fond, sont des regards sur le feu. Et le feu en soi, je crois, c'est quand même la base de toute religion, toute culture. Vous savez, on a le feu symboliquement représenté partout. Il y a ou une crainte ou une adoration. Vous avez les Siciliens, ils ont une crainte devant leur montagne qui est incroyable. Ça, c'est un regard donc depuis notre camp vers le volcan principal, vers le cratère principal. Voilà une explosion de jour du cratère principal. C'est incroyable cette puissance. Et vous voyez, il y a des pierres qui tombent à gauche, assez grandes, ils font 50 cm, 40 cm ces pièces. Ça, c'est la vapeur qui se mélange avec les éruptions donc, de cendres et lave. Malheureusement, il y a quelques bobines qui ont loupé sur place. Sans cela, vous aurez vu davantage des... Mais moi, j'ai pas besoin d'avoir ça. Ah, ça ne sera pas dans les attachés? Non. Ah bon. J'ai une idée. On porte une galette là-dedans. Non, pas là-dedans. On fait le truc sur la lampe là-bas. Et vous l'aplatissez doucement, après un tout petit peu comme s'il était écrasé, tu vois. Une galette. Voilà. Et un combien? Et puis alors, il faut emporter un tout. D'accord, alors un truc comme ça. Et le tout qui est emporté, il faut l'emporter avec le tout. Ouais, ouais. Alors plus plat que ça, plus rond que ça avec un premier. Voilà. Quelle grandeur de galette? Oh, tu arrives à faire. Après, tu peux aussi faire cet anneau en bronze, là. Faut donner la forme. Non, l'autre anneau en bronze. L'autre. Ça, c'est de là. Ah. Bon, tu me passes le truc, je vais Voilà. faire des Pas escaliers. Ah, si tu le chauffes, hein. Non, non, je ne pas. J'ai essayé de fermer avec la lave. Vous voyez, dans le dos, on avait toujours les explosions. Et le vent, qui, comme je vous disais, soufflait entre 100 et 120 à l'heure quelquefois, des tourbillons créés par la chaleur. Et devant nous, nous avions donc la lave. Et comme vous avez vu ce trou tout à l'heure, on marchait toujours sur la lave rouge pratiquement. 30 cm, 50 cm, 1 mètre plus bas, il y avait toujours de la lave. Notre croûte terrestre est rien d'autre d'ailleurs. Alors. Vous voyez comme elle s'écoule, la lave, c'est incroyable, les formes qu'elle prend, et les couleurs. Toute la neige, tout le ciel est rouge par la réverbération. Les explosions se suivent continuellement. Quelquefois, il y a un rythme d'explosion et quelquefois, c'est absolument incohérent. Ça, c'est, disons, tout près comment la lave se déverse du cratère. Pour filmer et photographier ça, il faut toujours être à deux parce qu'il y en a un qui regarde en l'air pour éviter les bombes, enfin les morceaux qui tombent dessus. Et il peut vous pousser de côté quand vous photographiez.
L'autre, il photographie tout ce qu'il peut, naturellement. Et c'est tellement captivant qu'on n'arrête plus de photographier. On fait des milliers de photos et on photographie toujours la même chose. Vous voyez, en haut, il y a le petit cratère qui crache. Puis voilà le contraste. Tempête de neige durant la nuit. On est congelé le lendemain matin. On se dispute qui va faire le café chaud. Et à ce moment-là, il y a les oranges qui sont mûrs, vous voyez, les citrons qui sont mûrs en bas. C'est ça. Au fond, on ne voulait pas faire un exploit sportif, mais disons, on voulait faire cette culture, c'était plutôt culturel. Et malgré tout, on a subi, disons, des tempêtes et des choses de haute montagne. Et on a fait un petit exploit dans le sens qu'il y avait le froid, la chaleur et toutes les transpirations pour les travaux qu'on faisait là-haut. L'exploit sportif était quand même assez considérable. Ça, c'est des petites fentes, il y en a partout. Tout autour de vous, il y a toujours des petites fentes. Il y a une chaleur épouvantable qui en sort, des gaz. Et ça sont les fenêtres, si vous voulez. C'est les seuls moyens de voir à l'intérieur de la Terre. C'est des fleuves de lave qui coulent continuellement, sans bruit. C'est très mystérieux, c'est très captivant. On ne se rend pas compte de la chaleur qui sort de ces trous. Voilà un autre. La neige autour. Et dans la profondeur, toujours cette lave à 1200 degrés et plus. Il se forme des dépôts, des coulées de lave de toutes formes. Pour un sculpteur, c'est même très inspirant. Comme aussi on pourrait se dire, la nature fait mieux les choses que nous. Mais enfin, on se pose la question. Et on se sent petit, vous savez, en face de toute cette puissance. Vous voyez, je vous disais, le temps il change continuellement. Il y a de la neige. Et c'est quand même, les contrastes sont quand même fantastiques. Et je crois que c'est un virus. Quand on a été sur le volcan, on a envie d'y retourner continuellement et de rester des heures là-dedans. D'ailleurs, Bachelard, le philosophe, avait dit ces gens qui sont attirés par le feu, par le volcan de cette façon, ils ont le complexe d'Empédocle. Et quand on me demandait ce que j'allais faire sur l'Etna, je disais toujours, je vais chercher la deuxième sandale d'Empédocle. Parce que, comme vous savez, la mythologie dit qu'Empédocle, après contemplation du volcan, il se prenait pour un dieu et il a défié, et il s'est lancé dans le cratère, et il pensait qu'il était immunisé, et le cratère a rejeté une sandale seulement, et bien, moi je cherchais la deuxième. Quelquefois, on ne savait plus où on était, tellement on était submergé par ces gaz et tout ça. Vous voyez, les appareils de cinéma, les caméras, tout ça, c'était dans des sachets en plastique. Et encore, il fallait les réchauffer d'abord sur la lave pour pouvoir filmer. Et voilà, comme ça, on a laissé derrière nous un peu, avec regret, le volcan à ses manifestations mystiques. Et même sur le bas, vous comprenez, il ne faut pas croire que la lave sort uniquement du cratère, mais la lave, elle peut sortir aussi à 500 mètres d'altitude, à 1000 mètres, à 2000 mètres, ça n'a aucune importance. Et là, notre cher ami Jean s'est promené sur la lave et il a pris feu au derrière, vous voyez. Ça, c'est les moules qui nous ont servi à faire les sculptures. Et quand ils étaient utilisés et qu'on n'en voulait plus,
qu'ils avaient donc servi à créer, on les a décréés dans la lave. C'est un cycle et c'est très significatif. Je crois que c'est le summum d'un sculpteur, de voir justement ce qui était créé, de se décréer. À la fin de notre séjour, les chaussures étaient évidemment dans un état pitoyable. On les a posées sur la lave et pour nous, c'était le requiem des chaussures de montagne. Et c'était un adieu nostalgique en même temps. C'est assez impressionnant de voir ces chères chaussures qui nous ont portés si loin disparaître. Et puis comme dans la politique, il y a une chaussure qui est allée à gauche et une à droite. Ça, c'est une bulle de gaz. Vous voyez, elle se dégonfle. Bon, là, c'est de nouveau ces cratères que vous avez vus au commencement, qui sont éteints. Alors, après toute cette péripétie, on est retourné au camp. Voyez, on plie bagage. Les dernières heures sont arrivées. La source où on avait travaillé s'est tarie. Ça, c'était encore les derniers signes. Voyez comme elle est descendue. Elle est descendue d'1,50 m à 2 mètres. C'est la source que vous voyez où on puisait la lave dedans. C'est incroyable. Au bout de quelques heures, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que je vous dis, tout change continuellement là-haut. C'est un cycle éternel. Ça, c'est la vue de carte postale qu'on a vue depuis en haut, avec tous ces cratères qui sont éteints, mais qui peuvent se remettre quand même en action. Ça, c'est la belle vue de carte postale depuis l'autoroute. Les fleurs. On n'a plus de gaz. Retour à la nature. La nostalgie quand même du volcan, vous voyez. Le petit cratère qui fumait solennellement là-haut. Coucher de soleil. Et voilà, de retour à Genève. Notre périple était vraiment fantastique et je pense que ça nous a tous apporté énormément et nous a donné aussi énormément à réfléchir. De nous, le travail quotidien, je vais à l'atelier, les pièces de lave qu'on avait formées et qu'on avait recueillies sur le volcan. Et naturellement, il faut les travailler, il faut polir, il faut les présenter. Alors, je voudrais encore dire, je pense que la sandale d'Empédocle, c'est le gage entre la technique et la nature. Et j'espère d'avoir trouvé au moins la trace de la deuxième sandale. Ce sont des pièces qu'on a sauvées, donc qu'on a ramenées dans le premier voyage. Et ce qui nous semblait insolite, c'est de réentendre les oiseaux siffler, puisque là-haut, il n'y avait pas une mouche, il n'y avait rien du tout, pas une herbe, rien, c'était vraiment mortel. Et je pense que quelqu'un qui a un psychique pas très solide, au bout de quelques semaines, il doit devenir fou. Ça, c'est les tables de la loi, ou la contamination. Vous avez la lave à droite, et vous avez donc le terrestre à gauche, le véritable est entre deux. Le miroir du cyclope, étant fâché, il a lancé des cailloux. Lancer des cailloux, c'est aussi le sport prédilect de l'Etna. Nous avons recueilli aussi quelques bombes qui sont vraiment extraordinaires, jusqu'à 350 kilos.
Depuis combien de temps travaillez-vous la lave? Depuis le mois de mars, nous sommes partis au mois de mars et l'expédition a duré 3 semaines. Donc nous avons travaillé la lave sur l'Etna et puis en rentrant depuis là, je n'ai pas arrêté. Et je pense que tout mon travail futur se braque pratiquement sur la lave. Parce que c'est tellement captivant et ça ouvre tellement de possibilités. Je pense que le fil rouge, ce sera toujours le feu, ou la lumière, ou la lave. La lumière, c'est toujours l'interruption du noir, enfin, etc. quoi. Alors, quelle matière travaillez-vous avant la lave? Avant, j'ai travaillé du plastique, bois, j'ai travaillé la pierre, et puis évidemment, je fais beaucoup de choses en plâtre, etc., que après coup, je fonds en bronze, soit dans des alliages en aluminium, ou alors je soude aussi certaines choses en fer. Mais enfin, disons, spécialement, j'adore si on peut modeler avec du plâtre ou quelque chose dans le genre. Des matériaux modernes aussi, plastiques, qu'on peut modeler facilement. J'aimerais savoir si vous considérez votre art comme une décoration dépendant d'un cadre extérieur. J'ai pas très bien saisi. La lave comme décoration. J'entends Oui, les sculptures, oui. votre art, Oui, je si vous comprends. l'employez plutôt pour décorer certains endroits, ou bien si c'est vraiment de l'art en lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un décor derrière et Non, autour. je comprends. Je parle directement de la lave, c'est-à-dire la lave en elle-même, elle est déjà tellement formidable, mais comme vous avez vu dans le film, c'est très difficile à travailler. Il vous reste aussi très peu de temps, c'est assez bref, et je pense que la lave elle-même, elle dit déjà tellement de choses que l'intervention humaine là-dessus ne doit pas être très poussée. Et d'autre part, l'authenticité que ça doit symboliser, parce qu'aujourd'hui on vit dans une vie très pseudo, très artificielle, alors que la lave elle-même, c'est l'authenticité. Alors j'espère de m'exprimer, enfin c'est ce que je voudrais faire, c'est de faire des reliquaires de l'authenticité. Donc là, déjà, une chose est claire, c'est que la lave ne se prête pas pour des sculptures énormes. Elle se prête uniquement dans des mesures restreintes, bien que nous avons ramené des pièces de 350 kilos. D'accord. Vous ne considérez donc pas votre sculpture comme dépendante d'un décor? Non, absolument pas. Je voudrais maintenant vous poser une question beaucoup plus particulière. Est-ce que vous retournerez sur l'Etna? Oh, vous savez, c'est un peu un virus. Je pense que quand on a vu ça, ça vous marque tellement qu'on en a tout le temps envie, on en rêve, au fond, tout votre travail, vous savez, le feu, c'est quelque chose de captivant. Je pense que j'ai d'ailleurs, ce que je vous ai expliqué dans le film, je pense que j'ai vraiment le complexe d'Empédocle, parce que ça me lâche plus. Et on a déjà été depuis, avec 2 amis, j'ai déjà été 2 fois. Justement, maintenant aussi une question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus clairement, je pense, le mythe d'Empédocle? Bah oui, Empédocle, c'était un philosophe et en même temps homme politique qui a vécu à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, et sa philosophie basée sur les 4 éléments, et en plus, disons, la haine et l'amour qui guidait plus ou moins, qui était descendant de ces 4 éléments. En plus, il s'est pris pour un dieu, c'est-à-dire ses idées ont développé dans le sens que lui-même, il y croyait peut-être trop. Et à la suite de ça, il s'est retiré sur l'Etna. Il a construit une tour, une bâtisse en lave. Et on appelle encore maintenant ce coin-là la Torre del Filosofo. Et à la suite de ça, en contemplant donc les cratères, à la fin, il s'est lancé dans le cratère en défi parce qu'il se croyait immunisé, étant aussi un dieu. Et le cratère, soi-disant, a recraché une de ses sandales, et nous, on a cherché la deuxième. André Bucher, à quoi sert un sculpteur?
Autrement dit, à quoi servez-vous? Oh, d'abord, je pense que le sculpteur est un trait d'union entre justement la technique et l'humanité ou enfin la nature, parce que la technique d'un côté ne suffit pas à elle-même et elle a des perspectives restreintes, et la nature, elle vous ouvre des autres perspectives beaucoup plus larges. Et je pense que cette dualité, justement, l'artiste se trouve entre deux. D'ailleurs, dans toutes mes sculptures, j'ai toujours eu cette dualité comme base. Et c'est un problème qui me tenait beaucoup à cœur. D'ailleurs, dans les anciennes pièces et dans les anciennes choses que j'ai faites, il y avait toujours cette dualité. N'avez-vous pas l'impression de travailler beaucoup plus le support que l'objet lui-même? La lave étant un bijou, n'avez-vous pas l'impression de travailler plus l'écrin? Non, je ne pense pas, mais voyez, ici sur place, vous avez des sculptures qui ont été faites au premier jet et dans le film. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui, comme je vous ai déjà dit, ont disparu, et c'est effectivement très difficile de travailler la lave, mais comme je venais de dire tout à l'heure, la lave en elle-même, c'est la matière de la matière. Il n'y a pas besoin d'avoir une sculpture monstrueuse qui représente les morts de l'ancienne guerre, n'est-ce pas, de 14-18, parce que pour ça, on peut aller en Auvergne. Il y a même des cathédrales qui sont faites avec de la lave. Mais je pense que plutôt, la lave, que la quantité soit même minime, hein, qu'elle soit présentée, justement, ce que je viens de dire, dans un reliquaire, c'est au fond le sens profond de la lave que je veux propager. Ce n'est pas seulement sculpter la lave en soi, de lui donner forme, de la couler dans une forme ou une chose comme ça, mais je pense que la lave, elle a droit d'être même sur un autel. Et si je pouvais l'insérir, disons, si le socle, si le soutien de cette lave, je pourrais la faire en or ou en argent, ce qui coûte malheureusement trop cher, je le ferais volontiers. Seulement dans une quantité suffisante, je ne peux pas le faire. Alors en fait, vous vous contentez de prendre un objet qui est directement dans la nature, comme ça vous le formez lui-même, l'objet? Ah non, je le forme chaque fois. Parce que, écoutez, nous avons amené, naturellement, on a préparé certaines formes de base, certaines tenailles, certaines pinces, certaines formes à pression, si vous voulez, pour donner justement différentes formes. Nous avons eu des cylindres, nous avons eu des grandes plaques. J'ai des plaques d'1,50 m de diamètre chez moi. Seulement, qu'est-ce que vous voulez, c'est des pièces qui ont été faites à la deuxième fois. La première fois, quand on a fait le film lui-même, on n'a pas pu travailler aisément, dans le sens que je n'avais aucune expérience et que j'ai dû me fier à ce qu'on m'avait raconté avant, avec quoi je m'étais instruit, etc. M. Taziev, Jean Césiano, etc. Tous ces gens qui m'ont donné les tuyaux. Et on ne réalise pas ce que c'est la lave quand on n'a pas été sur place. Je ne peux pas vous le raconter. C'est exactement comme je vous dis, le goût du sucre, c'est tel. Vous ne pouvez pas le sentir. Je peux seulement vous l'expliquer. Mais en soi, la lave elle-même, c'est quelque chose d'incroyablement difficile à travailler. Et je crois que c'est aussi en même temps la matière la plus stimulante. Parce que où vous sentez une résistance, je pense, pour un artiste, c'est assez stimulant de pouvoir essayer d'y pénétrer, d'en faire quelque chose. Bon, vous avez l'art brut, vous avez des gens des artistes qui emballent des choses. C'est des démarches peut-être qui sont quelquefois même un peu éphémères. Mais j'estime qu'avec la lave, avec ce symbole éternel du feu et avec l'intervention humaine là-dessus, je pense qu'on apporte vraiment quelque chose. Après avoir vu le film, et vous venez de suggérer ma question, vous parlez d'art brut. Et j'aimerais bien savoir, on peut dire, cette étape dans votre carrière, quelle est-elle? J'aimerais bien que vous la situiez par rapport à ce que vous avez fait avant, à ce que vous ferez plus tard. Vous avez parlé tout à l'heure de matériaux contemporains que vous avez utilisés, le plastique ou d'autres éléments. Vous avez dit au cours du film que la matière, c'est cette lave, cette passion vous a été transmise par Arun Taziev. Et j'aimerais savoir quelles sont les motivations profondes qui vous ont fait opter pour ce matériau. Est-ce qu'il y a une continuité? Quel est le chaînon, le maillon logique dans votre création? D'accord.
Alors, au commencement du film, j'avais essayé d'expliquer la chose. C'est que je travaillais donc, je crée une forme. La forme elle-même, il faut que je fasse un négatif. Du négatif, on fait une cire. De la cire, on la remet de nouveau dans une forme, enfin, on l'enrobe de réfractaire, etc. Et puis, on coule le bronze dedans, ou enfin, une autre alliage. Et après, quand vous enlevez la forme, il vous reste une forme brute, qui est la forme donc coulée, avec tous les évents, etc., qu'on doit polir et ramener de nouveau à la forme initiale que j'avais fait en plâtre. Donc, vous voyez quel détour immense que je dois, au fond, que je suis à la merci des tierces personnes à ce moment-là. Si, par contre, je peux prendre une matière qui me sort chaud des entrailles de la terre, la lave, et que je peux faire une intervention directe là-dessus, vous rendez compte la sensation d'avoir une source chaude de cette façon, ou une matière qui est en ébullition ou qui coule, etc., et puis que vous pouvez la prendre. C'est ça la difficulté d'ailleurs dans le travail, c'est de pouvoir la saisir. Parce qu'en grande quantité, c'est extrêmement difficile à saisir. Bon, après coup, vous m'avez demandé, si je m'abuse, si c'était une continuation de mon travail. C'est absolument une continuation pour la simple raison que, comme je vous disais tout à l'heure, la dualité me tenait toujours à cœur. Et la dualité, je pense que dans la lave, elle est exprimée vraiment à 100%. Et je pense que la matière, le volcan qui crée et qui en même temps démolit, il éjecte des tonnes de matière, et cette matière devient des plaines les plus fertiles possibles, et ensuite il ensevelit de nouveau tout ce qu'il a créé par la lave chaude qui passe dessus. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et je crois que c'est le summum d'un artiste, c'est justement pour ça qu'une lave froide que vous voyez comme ça, devant vous, que ce soit une pièce qui vous plaise ou qui ne vous plaise pas, ça n'a aucune importance, mais il y a un respect, il y a quand même un impact incroyable qui émane de cette lave. Je ne sais pas, c'est peut-être ma propre idée, ce n'est peut-être pas l'idée générale, mais moi, en tout cas, elle me donne un grand respect. Oui, toujours dans la même optique, vous venez de parler du volcan qui est créateur. Mmh. Et je me demande finalement si vous ne faites pas un peu office de recréateur ou de récréateur. Parce que finalement, je crois que vous travaillez la lave donc assez rapidement. Mais quand on voit la création d'un artiste, il me semble que d'abord, il doit y avoir une idée initiale, un fil conducteur bien précis. On sait ce qu'on va faire. Puis ensuite, on sait très bien que la réalisation est lente. Or, quand je vois certaines pièces, j'ai l'impression d'une chose trop vite faite. J'aimerais avoir l'impact de l'artiste, son travail, le voir jaillir d'une façon plus évidente. On a posé la question tout à l'heure si ça n'était pas une sorte de bijou enveloppé d'un écrin. Si je vois par exemple cette sculpture qui est reproduite sur le panneau, vous avez le regard émerveillé de l'enfant. Vous découvrez quelque chose. Et puis, j'ai l'impression que vous ciselez avec beaucoup d'amour, dans votre atelier. Avant de partir, vous ciselez le socle, ou au retour. Mais la matière elle-même, vous prenez, et quand on voit les outils, passez-moi l'expression, quelque peu rudimentaires avec lesquels on travaille, un marteau, je me dis qu'il doit y avoir un sentiment de frustration. On aimerait voir l'artiste qui domine cette matière, qui fait un peu plus. L'impression de l'enfant qui prend quelque chose, puis dit « Vous avez vu, j'ai trouvé quelque chose ». On aimerait un peu plus quand même. D'accord. Je dois vous répondre. Ça ne me déplairait pas. Non, mais voyez, je pense que ce que je viens de vous dire tout à l'heure aussi, c'est plus la matière vous présente des difficultés, plus, je pense, elle est stimulante. Enfin, ça, c'est pour moi. C'est tout à fait un avis personnel. Plus la matière est facile, et ce que vous venez tout à l'heure dire, si vous dominez la matière, elle ne m'intéresse plus. Je vous le dis tout de suite parce que je trouve à ce moment-là, il y a une facilité. Vous avez trouvé la technique, vous avez trouvé le truc, vous exprimez comme vous voulez avec ce matériau qui vous est cher. Moi, loin de ça. Et l'accident, je suis d'accord avec vous aussi. L'accident est lié pour une part infime dans toutes les sculptures, si vous voulez, et dans toute l'art.
Nous avons même des époques d'art, je dois pas revenir sur toutes ces choses, je pense à tout le monde c'est connu, nous avons des gestuels, nous avons toute espèce d'expression dans l'art. Et puis, toutes ces expressions que justement vous admettez, chez moi, vous ne l'admettez pas à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est quand même le lieu lui-même qui impose, c'est la matière elle-même qui impose, et en plus, moi, ce que je veux faire, je l'ai bien réfléchi, parce qu'autrement, je n'aurais pas amené ces formes là-haut, et je n'aurais pas, disons, tripoté ou travaillé cette matière de cette façon. Et d'autre part, que l'aspect soit rugueux ou qu'il soit lisse, vous comprenez, moi, je peux ensuite encore le polir, si vous voulez, je peux le travailler à outrance. Vous avez une pièce d'ailleurs que j'ai amenée ici, qui est polie d'un côté, qui est très rugueuse de l'autre, mais elle était prise, l'empreinte était faite, c'était voulu de cette façon. Je ne veux plus faire, disons, le polissage à outrance, les petites sculptures, les sculptures, disons, qui sont travaillées à outrance, mais la forme de base, la démarche, pour moi, elle est tout à fait claire. Et je suis ce fil absolument, que ce soit dans le dessin, ou dans les gravures que je fais, ou dans la sculpture. Alors, votre réponse me paraît quelque peu ambiguë, parce que d'une part, vous me dites je n'aime pas travailler, disons, utiliser les moyens techniques, dominer entièrement la matière, j'aime pouvoir aller toujours plus loin, et puis maintenant, je me trouve face à une réponse qui me donne les données suivantes, à savoir, maintenant, je domine, je polis une face, et ensuite, je ne vais pas plus loin. Alors, irez-vous plus loin, ou où irez-vous? Mais moi, j'avais dit technique dans un autre sens tout à l'heure. Je ne sais pas si vous faites allusion à cette question-là, mais j'avais dit que la technique, je parlais donc de la technologie en général, je parlais de la technique, disons, technique machine, outils, fabrication, etc. Vous parlez disons, de la technique tout à fait ailleurs, manuelle, voilà, exactement. Mais cette technique, vous pouvez la transposer dans n'importe quel matériel, non? Oui. Aussi longtemps qu'ils vous obéissent pas 100%, parce que dès qu'une technique obéit 100%, à ce moment-là, ça devient lassant et ça devient facile. Moi, en tout cas, une chose qui m'obéit 100%, moi, je la laisse. Maintenant, comment était la fin de la question? C'est-à-dire que je me demandais, puisque vous êtes extrêmement perméable à cette matière, à la lave... Pas du tout, je suis ouvert à toute matière. Oui. Mais cette matière m'a étonné. Oui. Elle m'a étonné profondément. Elle vous étonnerait aussi si vous étiez une fois sur les lieux. Oui. Froide comme ça, elle vous étonne moins, ça c'est clair. Absolument. Mais au-delà de l'étonnement, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin? J'enchaîne peut-être sur une question qui m'était venue tout à l'heure. Non, vous avez raison. Je m'excuse, je vous coupe. Oui, non, je sais ce que vous allez me dire. Est-ce que je ne peux pas retravailler la lave? Est-ce que je ne peux pas la refondre? Est-ce que je ne peux pas éventuellement faire des fontes comme on les fait habituellement dans la fonderie? C'est-à-dire que, comme le moule en bronze que je remplis, le moule en sable que je remplis de bronze. Mais ça, je peux le faire. Et on a fait une centaine d'expériments. On est arrivé maintenant au stage que je peux fondre la lave, mais ça date seulement de quelques semaines. Je vous assure, c'est très difficile, parce que la lave, en la chauffant, elle devient de l'obsidienne. Ça devient du verre qui a énormément de tension et qui se casse en 1000 morceaux après un jour, après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures, ça on ne sait pas. Et voyez, même seulement avec, par exemple, une répercussion de ondes sonores, hein, le truc il part en 1000 morceaux. Il reste peut-être une semaine tout tranquille, une belle forme, on a coulé des boules et toute espèce de choses au commencement pour essayer justement, et ben ils sont éclatés. Mais maintenant j'ai trouvé le moyen de pouvoir retravailler la lave. C'est-à-dire alors, je peux faire une forme de base si vous voulez sur le volcan, je peux la ramener ici et je peux la remanier après. C'est-à-dire elle ne devient pas fluide, mais elle devient remalléable. Et alors là-dessus, évidemment, je peux aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si je prends une plaque, je peux la chauffer et je peux la plier. Ou je peux faire une ondulation, enfin, je peux adapter à la forme que je préconçois. Pardon, M. Bucher, j'aimerais vous demander, vous nous avez dit tout à l'heure que ce qui vous passionnait dans la lave, c'était cette chaleur. Oui. Alors j'aimerais savoir comment réapparaît cette chaleur dans vos œuvres, parce qu'en voyant la lave comme ça, mise sur un objet, ce qu'on voit, c'est un objet froid. La lave est noire, froide. Et on n'a pas cette impression de chaleur qui ressort de vos sculptures. Oui, ça met d'ailleurs en doute beaucoup de choses. Vous voyez, moi, ce que je fais, je ne sais pas si c'est réussi. Je ne pense nul artiste créateur, s'il est exigeant ou s'il a
un peu de sérieux peut dire c'est parfait ce que je fais. Non, vous êtes d'accord? C'est toujours une question, c'est toujours mise en jeu. Ça se prouvera, c'est le temps qui le prouvera, c'est vous qui le prouverez, si j'ai raison ou si j'ai pas raison. Mais en attendant, la chaleur, comme je vous disais, je pourrais prendre n'importe quelle pierre ou n'importe quel bout de bois et le mettre, disons, sur un socle, ce qu'on fait, certains artistes le font. Mais la lave elle-même, si vous ne savez pas que c'est de la lave, je pense que c'est difficile qu'elle vous dise davantage. C'est justement une dimension qu'actuellement j'essaye encore à supérer. C'est-à-dire cette question de chaleur. Elle ne vous dit rien, elle est froide sur le moment. Mais c'est seulement quand vous commencez le discours avec la lave que la lave apparaît chaude et qu'elle a une certaine température et une certaine lumière aussi. Je ne sais pas, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement difficile à répondre. Le temps qui nous était imparti est maintenant écoulé. Au revoir André Bucher, merci, et merci aux jeunes gens du collège de Saint-Maurice.